La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, Florian Beauvais, Société WatchGuard. Merci d'être présent et connecté pour ce webinaire qui va parler de l'authentification multifacteur chez WatchGuard. Juste avant de débuter, pouvez-vous me confirmer s'il vous plaît que vous m'entendez correctement et que vous voyez correctement mon écran partagé? Ok, parfait, merci beaucoup de votre retour. Bonjour Tristan. Donc, aujourd'hui, webinaire WatchGuard sur l'authentification multifacteur. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir ce que propose WatchGuard par rapport à sa solution d'authentification, un petit retour, un petit état des lieux. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur les mots de passe. Okay, problème des mots de passe, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez sécurisés, parce que mettre en place une politique de complexité de mots de passe, en l'occurrence, comme son nom l'indique, c'est assez complexe pour l'utilisateur. Il a plein de mots de passe à retenir entre sa vie perso, sa vie professionnelle, les différentes applications web ou non. Bref, ça devient très compliqué pour les utilisateurs, mais également pour les administrateurs, par conséquent, de gérer cette problématique de mots de passe. Quelques statistiques justement par rapport à ces mots de passe. Aujourd'hui, 52%. 52% des utilisateurs réutilisent des mots de passe identiques ou légèrement modifiés entre la sphère perso et la sphère professionnelle. En gros, j'ai un mot de passe que j'ai défini à la maison pour accéder sur différents sites, que ce soit de l'Amazon, mon site de course en ligne et ainsi de suite. Et ce mot de passe-là, potentiellement, je vais le réutiliser dans l'environnement professionnel, soit en remplaçant un A par un arrobas, soit en remplaçant un O par un 0 et ainsi de suite. Du coup, on a des mots de passe qui sont quand même très proches entre le monde personnel et le monde professionnel. Deuxième chiffre important, 19%. 19%, 19% des employés partagent des mots de passe avec leurs collègues. En gros, est-ce que je peux accéder à ta machine? Oui, tiens, mon mot de passe, c'est ça. Ou alors, parfois, il a juste à retourner le clavier et le mot de passe est sous le clavier. 19%, c'est juste énorme. Okay, donc ça, pareil, c'est un risque de sécurité et potentiellement une faille. Troisième point, 81%. 81% des intrusions survenues en 2016 ont pour origine des mots de passe volés et ou vulnérables. Quand on entend par vulnérable, des mots de passe pas assez complexes, des mots de passe qui sont genre AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Okay, donc là, vous avez quand même trois chiffres qui sont importants. 52% des utilisateurs qui réutilisent un mot de passe perso professionnel, 19% qui partagent, moi c'est ce chiffre-là qui me fait halluciner, et 81% des intrusions qui sont survenues suite à un mot de passe volé ou un mot de passe trop faible, par conséquent vulnérable. Un exemple, piratage TV5 Monde 2015. Bon, ça remonte. En 2015, TV5 a été attaqué, d'accord? Le site internet et les réseaux sociaux de TV5 Monde diffusaient la propagande djihadiste. Ok, bon, vous voyez clairement ici le message qui avait été posté notamment sur les différents réseaux sociaux et sur Facebook, d'accord, où la page Facebook de TV5 Monde avait été remplacée par, en l'occurrence, l'État islamique. Donc, système également de production d'images inutilisable. Quand on fait une petite capture d'écran de ce qui s'est passé chez TV5, on avait ça. Donc, média offline. Donc, TV5 a été attaqué. Et du coup, que ce soit la partie réseaux sociaux ou la partie diffusion médias et ainsi de suite a été interrompue. D'accord? Pourquoi? Est-ce que vous savez d'où vient cette attaque? Tout simplement parce qu'il y avait un utilisateur lors d'un reportage qui avait écrit son login et son mot de passe sur un post-it qui était collé sous le clavier ou sur l'écran de le PC qui passait à la télé à côté de son post-it. Okay, donc il y avait simplement le mot de passe qui avait été écrit. Okay, ce qui est arrivé également à Hawaï suite à un reportage qui est beaucoup plus récent en l'occurrence et qui a permis à un téléspectateur justement de lancer une fausse alerte au tsunami
suite à un mot de passe qui était stocké sur un post-it de la même manière. D'accord. Donc, ici, on voit qu'on a différents vecteurs pour pouvoir faire une attaque par rapport justement au mot de passe. Hop. Donc là, en l'occurrence, TV5, piratage commencé par un accès VPN qui avait utilisé un identifiant. Autre point important, aujourd'hui, on a comme une démocratisation des différents outils tuto ou autres par rapport au mot de passe ou comment craquer un mot de passe ou hacker un mot de passe par différentes attaques et notamment du force brute. Okay, vous faites une petite recherche sur YouTube, hacker mot de passe et vous voyez ici qui ressort. Okay, donc la méthode force brute, on voit ici le contournement de mot de passe avec Micode, comment hacker Windows 10 et ainsi de suite. D'accord. Donc aujourd'hui, on a quand même des vrais risques par rapport à l'identité, login, mot de passe. Après, il y a plus intelligent que YouTube. Il y a PassGAN ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil basé sur l'intelligence artificielle qui va permettre de casser des mots de passe. Donc on voit également que les méthodes traditionnelles pour contourner la sécurité, mots de passe et ainsi de suite évoluent. Depuis quelques temps, on entend parler de l'intelligence artificielle, d'accord, que ce soit sur différents secteurs et notamment sur la partie sécu. Ici, pareil, on a donc du coup une application qui va permettre de pouvoir casser des mots de passe, et encore une fois basée sur l'intelligence artificielle, donc tout ce qui va être sur la partie machine learning, sur la partie mathématiques, apprentissage et ainsi de suite. Okay. Donc vous avez ici un petit article qui est sorti justement sur cette application-là, qui est un outil, encore une fois, qui va vous permettre de récupérer les mots de passe basés sur l'intelligence artificielle. Okay. Sinon, il y a encore plus simple. Vous allez fouiller un petit peu sur Internet, et notamment sur le Darknet, et vous récupérez un certain nombre d'informations. Sur le Darknet, on a aujourd'hui une base de données qui comprend plus de 1,4 milliard d'identifiants et mots de passe en clair. Donc potentiellement, vous récupérez cette base. Après, libre à vous d'utiliser un script et ainsi de suite pour aller forcer un certain nombre de services. D'accord. Je prends l'exemple de sites genre, encore une fois, très populaires, Amazon et ainsi de suite. Vous récupérez ça, vous pouvez très bien envoyer derrière des attaques qui vont générer ou tenter les authentifications par rapport aux identifiants et mots de passe que vous aurez récupérés. D'accord. Donc, sur la partie Darknet, et puis on voit également derrière sur la partie LinkedIn qu'on a plus de 100 millions de mots de passe liés à des comptes LinkedIn qui sont dans la nature. Ok. Donc aujourd'hui, encore une fois, plein d'exemples qui montrent qu'il y a une vraie problématique autour de l'identité, de la gestion utilisateur mot de passe. Après, il y a la partie phishing. Phishing et mot de passe. Je ne sais pas si vous avez reçu récemment un mail qui ressemblait à ça. Un phishing avec le mot de passe révélé. Qui vous dit que votre mot de passe pour tel ou tel service, en l'occurrence ça pouvait être du LinkedIn, eh ben c'est tel mot de passe. Et quand vous lisez le mot de passe, c'est bien un mot de passe que vous aviez précédemment utilisé sur le compte en question, donc LinkedIn ou autre. D'accord. Donc en gros, quand on dit qu'il y a un paquet ou un nombre important de mots de passe qui sont en liberté sur Internet, c'est le cas. Moi, j'ai reçu ce mail-là en me disant, OK, voilà votre compte LinkedIn avec tel mot de passe. Et c'était bien un mot de passe que j'avais utilisé il y a peut-être un an ou deux, donc précédent l'attaque qu'il y a eu sur LinkedIn. Et suite à ça, bien évidemment, j'avais modifié mon mot de passe sur le site de LinkedIn, mais c'était bien mon mot de passe que j'avais utilisé. Donc là, en l'occurrence, c'est phishing et mot de passe, donc il vous dit que le mot de passe a été révélé, et bien évidemment, vous retrouvez l'information derrière, donc il vous dit de payer pour éviter que le compte ou les informations soient réutilisées. Okay. Il y a également la partie vol de PC. On n'y pense pas, mais c'est également un risque de brèche, d'intrusion et ainsi de suite. Un exemple par rapport à ça. Un cadre de Bercy en 2017 qui s'est fait voler son ordinateur contenant des données sensibles. D'accord. Derrière, le PC a été volé. On voit que dans la partie navigateur, dans les préférences sécurité, on voit clairement qu'on avait un paquet d'identifiants qui était enregistré. Du coup, derrière, c'est pareil, du vol d'informations pour accéder pour un peu que cette personne utilise son portable aussi bien à des fins perso que professionnelles. Derrière, j'ai potentiellement les identifiants pour accéder à ses comptes bancaires, à ces différents sites de courses en ligne, marchands et ainsi de suite, mais également à toutes les ressources professionnelles. D'accord. Donc, point également, le vol de PC qui est un vecteur d'attaque suite à des mots de passe volés. On a également la problématique des accès VPN faibles
je vois encore trop d'accès avec ce type de compte-là. Alors peut-être pas Toto, mais d'autres informations, genre utilisateur 1, ainsi de suite, et puis le mot de passe à 4 caractères. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est la petite case qui est en bas. Enregistrer les informations de compte. Pareil, je me fais voler mon PC, j'ai enregistré mes identifiants de connexion, j'ai juste à faire un accès Internet, se connecter, et automatiquement, derrière, j'ai accès à l'entreprise. Et une fois que j'ai accès à l'entreprise, bah, libre à moi d'aller chercher ce que je veux. Okay. Donc ça, c'est également un point important. Après, quand on fait un petit focus sur les différents mots de passe, vous avez ici le top 30 des mots de passe qui sont utilisés. Premier mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a une variante beaucoup plus sécure qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui arrive en position numéro 2. QWERTY, password, ok, ABC 1, 2, 3. Bref, vous voyez ici des mots de passe quand même qui sont hallucinants. On parle même pas de mots de passe ici complexifiés. Hein. Genre, je prends le numéro 4 password, j'ai pas mis un P majuscule ou un O remplacé par un 0, ou même un arrobas. Ok. Donc là, aujourd'hui, on est dans le top 30 des mots de passe qui sont utilisés par les utilisateurs. Par rapport à ça, une petite communication du ministère de l'Intérieur. Bon, n'envoyez aucun mot de passe par mail ou SMS, logique. Modifier systématiquement les mots de passe par défaut. Petite aparté par rapport à ça, l'attaque Mirai qui a eu contre OVH il y a quelques mois ou années, okay, où un nombre important de caméras de vidéosurveillance avaient redirigé leur flux vers OVH. D'accord. Pourquoi? Parce que les caméras avaient login et mot de passe par défaut. Donc il y avait des caméras et je crois qu'il y avait d'autres objets connectés également. Recommandation également, ne pas enregistrer les mots de passe dans les navigateurs d'un ordinateur partagé. Okay. Et un point important ici, activer la double authentification lorsqu'elle est proposée. Okay. Donc ça, c'est un point important. Et bien évidemment, c'est l'objectif de cette présentation. Une autre statistique ici, avant de rentrer dans le vif du sujet, 84% des décideurs IT disent qu'ils préfèrent mettre en œuvre une technologie nouvelle, par exemple authentification multifacteur, plutôt que de dépendre de la gestion des mots de passe forts. Okay. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, derrière, c'est une problématique pour la partie utilisateur, alors que si je rajoute une seconde couche d'authentification, alors je vais prendre le cas extrême, je peux très bien avoir un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, mais derrière avoir une authentification multifacteur. Dans tous les cas, ce sera toujours plus sécure que d'avoir un mot de passe soit complexe ou en l'occurrence compliqué à gérer, à retenir. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit pitch d'introduction par rapport à l'état un petit peu du marché et les différents risques que l'on peut avoir? Pas de questions? Ok, du coup, hop, je reprends. Tac. Donc, qu'est-ce que l'authentification multifacteur chez WatchGuard? Alors, chez WatchGuard ou autre, qu'est-ce que c'est que l'authentification multifacteur? Dans un premier temps, c'est quelque chose que l'on connaît. Un login, un mot de passe. D'accord? Par exemple, mon login FBOV, mon mot de passe, password 1, 2, 3, 4. D'accord? Ensuite, ça c'est le premier facteur d'authentification. Deuxième facteur d'authentification, ça va être quelque chose que l'on possède. En l'occurrence, un token sur un smartphone. Donc votre smartphone ou le smartphone de l'entreprise. Et dessus, on a l'application WatchGuard Hotpoint qui est déployée. Troisième facteur d'authentification, quelque chose que vous êtes soit un mot de passe supplémentaire, soit en l'occurrence, et aujourd'hui avec les dernières technologies, une empreinte ou une reconnaissance faciale. Okay.
Donc ça, on est vraiment dans la partie authentification multifacteur et on verra qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, notamment avec l'authentification hotpoint où je peux bloquer automatiquement la génération des mots de passe, avoir un mot de passe, des one-time passwords, avoir un mot de passe pour lever cette couche d'anonymisation et ainsi de suite. Okay. Aujourd'hui, WatchGuard Hotpoint, une solution d'authentification multifacteur autonome pour protéger l'environnement d'entreprise. Qu'est-ce qu'on protège? À la fois les identités, donc identité locale entreprise, via une application déployée sur un smartphone sous Android ou sous iOS, avec 3 types d'authentification multifacteur. Soit le one-time password, soit le push, soit la génération d'un mot de passe temporaire suite à la lecture du QR code. Okay. Qu'est-ce qu'on va protéger? Les accès distants, donc tout ce qui va être VPN, remote access, serveur web, endpoint et serveur. Quand je parle d'endpoint et serveur, c'est les laptops, mais également les serveurs, puisqu'on va pouvoir, et je vais vous montrer par la suite, mettre en place une authentification multifacteur à l'ouverture de session, par exemple. Okay. Mais on protège également tout ce qui est application cloud. L'accès à Amazon, l'accès à GoToMeeting, à Google, à Office 365, à OneDrive, à Dropbox, à Salesforce, à Citrix et autres. Aujourd'hui, on a plus de 40 guides d'intégration dispo sur notre site WatchGuard. Okay. Pour sécuriser l'accès à quelles ressources? Donc les applications, les applicatifs web en SaaS, donc je viens d'en parler. L'accès VPN, un utilisateur qui veut monter une connexion VPN vers son entreprise parce qu'il a besoin d'accéder à différentes ressources. L'accès également aux appliances de sécurité. D'accord. Par exemple, vous avez besoin d'administrer un équipement et ainsi de suite, vous pouvez mettre en place l'authentification multifacteur. La sécurisation également aux accès poste de travail. Et enfin, l'Access Portal, qui est un outil propre chez WatchGuard. Okay. Donc là, on a vraiment le périmètre sur lequel, chez WatchGuard, on est capable d'appliquer de l'authentification multifacteur. Par rapport à ça, et comme je vous dis depuis tout à l'heure, on a besoin d'une application. Une application qui s'appelle WatchGuard Hotpoint, qui est disponible sur les différents stores, encore une fois pour iOS ou pour Android, et qui va s'installer sur l'équipement. Soit vous téléchargez manuellement l'application, soit lorsque un utilisateur va être enrôlé dans une politique d'authentification multifacteur, il va automatiquement recevoir un lien par mail. Dans le mail qu'il reçoit, il y a le lien pour télécharger l'application. En fonction, encore une fois, de son OS, il va être redirigé vers le bon store. Et également un lien pour activer son token dans l'application. Du coup, ça répond à une problématique, à savoir la complexité de déploiement. Chez WatchGuard, vous n'avez pas besoin d'une solution de MDM ou autre. Dès lors que l'utilisateur a un accès Internet sur son smartphone, il reçoit le mail, il clique sur le lien 1, sur le lien 2, et automatiquement, il est enrôlé dans la politique d'authentification multifacteur. Okay. Derrière, les différentes fonctions de sécurité. Alors bien évidemment, on a mis en place un déploiement d'une application avec la gestion de un ou plusieurs tokens par application. Donc, comme je vous disais, activation en ligne avec un usage unique. C'est-à-dire que moi, je reçois le mail, j'active mon application via le lien qui est dans mon mail. Une personne malveillante récupère mon mail, tente d'activer le jeton sur son application, mais via le lien que j'ai reçu, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Parce qu'on a vraiment une notion d'usage unique. Après, on a bien évidemment possibilité d'ajouter la protection sur la protection des jetons, soit un code PIN, soit une reconnaissance biométrique ou faciale. D'accord? Et point important, on a surtout une notion d'ADN. Pourquoi cette notion est importante? Tout simplement pour éviter de se faire cloner son smartphone. Encore une fois, dans une attaque avancée, on est sur une notion où un utilisateur va cloner mon smartphone et le répliquer sur le sien. Potentiellement, l'ADN hardware entre l'applicatif et le hardware est différent. Du coup, ça ne fonctionnera pas. Par rapport à ça, moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai changé récemment de smartphone. Je suis passé d'un iPhone vers un autre. J'ai fait mon backup classique de mon ancien iPhone. J'ai voulu faire une restauration sur le nouveau, qui s'est très bien passé. Par contre, j'ai tenté de faire une authentification multifacteur. Ça a échoué. Pourquoi? Parce que forcément, l'ADN entre mon iPhone 1 et mon iPhone 2 avait été modifié. Donc du coup, pour lui, par mesure de sécurité, il a refusé la notion d'authentification. Justement,
par rapport à l'ADN, qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur se log? J'ai déjà une clé interne à usage unique. J'ai la notion de temps et j'ai la notion d'ADN. D'accord? Derrière, j'ai tout ce qui va être encryption hash au travers d'un algo. Et derrière, automatiquement, j'ai un one-time password qui va être généré, j'ai un push ou la lecture du QR code. Une fois que ça c'est validé, l'accès, la demande d'authentification est approuvée. Maintenant, si j'ai un hacker qui clone mon smartphone, par conséquent, l'ADN n'est plus le même. Et vu que l'ADN n'est plus le même, automatiquement, l'accès est refusé. Okay. Les différents modes d'authentification. Premier mode d'authentification, c'est le push. Comme je vous disais, c'est le plus simple à utiliser. Je vais vous le montrer après. L'utilisateur fait une demande d'authentification, par exemple en VPN, en VPN. Automatiquement, il reçoit un push. Il valide ou il refuse. Il valide, c'est lui. Il n'est pas à l'origine, il refuse. Et lorsqu'un refus est explicitement fait par l'utilisateur, automatiquement l'administrateur reçoit une notification. Authentification via one-time password. Okay, donc j'ai ma combinaison login mot de passe et à la fin du mot de passe, je vais renseigner mon one-time password. Dernière étape, la notion de QR code. Via l'appareil photo du smartphone, je vais pouvoir générer un one-time password suite à la lecture d'un QR code. Notamment si à l'ouverture de session Windows, je ne suis pas connecté à Internet, je suis dans le train, dans l'avion, j'ai quand même besoin d'accéder à ma machine pour travailler. Authentification en mode offline, mais authentification multifacteur. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Pas de questions? Ok. Du coup, on va faire un premier cas d'usage. Premier cas d'usage, VPN et nomadisme. Je travaille chez WatchGuard. J'ai besoin d'accéder et de monter un tunnel VPN pour accéder à différentes ressources chez WatchGuard à Seattle, donc, où notre siège est basé. Derrière, je mets en place une authentification multifacteur. Pourquoi? Je suis un nomade. Dans le train, enfin pas dans l'avion, mais dans le train, je peux me faire voler ma sacoche avec mon ordinateur. Dans ma voiture, quand je laisse mon ordinateur, je peux me le faire voler, et ainsi de suite. Okay, du coup, je vais mettre en place ici une authentification multifacteur pour des connexions VPN. Pour ça, hop, je vais basculer ici. Je vais faire une connexion ici. Tac, c'est lui que je veux. Sur le portail, parce que ce sera plus visible pour vous. Du coup, HTTPS, hop, 10.1.1.254.2.84.43, je vais logiquement être dirigé ici via mon portail VPN sur lequel je peux m'authentifier et récupérer mes clients. Okay, je pense que tout le monde connaît ce portail-là. Maintenant, je vais partager mon smartphone. Ça, vous allez pouvoir voir lorsque le push arrive. J'ai un mot de passe qui veut m'être généré, 0521, hop, je valide. Ok. Donc là, vous voyez mon smartphone. Je vous présente au passage mes enfants. Et je vais faire une authentification VPN. Hop. Donc un compte et un mot de passe. Donc là, je viens de faire la demande d'authentification. Je reçois le push en haut. Je clique simplement dessus. Et derrière, il va me demander si je veux refuser ou approuver l'authentification. Ok. Et derrière, je vais approuver automatiquement l'authentification avec l'envoi de la réponse. Et derrière, je suis authentifié. Okay, donc là, je vous l'ai fait sur le portail pour que ça soit plus visible pour vous. Maintenant, si je le fais via une connexion, via le client VPN SSL, c'est exactement la même chose. D'accord? Je m'authentifie de la même façon sur les ports et ainsi de suite. Okay, donc ça, premier cas de figure, vous voyez, ultra simple pour l'authentification. Connexion VPN, un push reçu sur mon téléphone, je valide le push et derrière, je suis authentifié. Okay, hop, je referme mon application et on va basculer sur le deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure ici, c'est l'Access Portal. Je ne sais pas si vous connaissez l'Access Portal. L'Access Portal, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée en 12.1 dans nos boîtiers WatchGuard M
270 et supérieur, ainsi que sur les machines virtuelles Firebox V. D'accord. C'est un portail qui va permettre d'accéder à un certain nombre de ressources via le boîtier directement, le tout encapsulé dans le navigateur via du HTML5. Donc pas besoin d'avoir du RDP, pas besoin d'avoir du l'ActiveX, du Java ou autre plugin. Tout est intégré dans le navigateur, dans le HTML5. Okay. Pareil, ici, pour l'accès à mon authentification à l'Access Portal, je peux mettre en place l'authentification multifacteur. D'accord. Donc, phase de démo également pour ça. Et vous allez voir qu'en plus, je vais utiliser un compte différent. Donc, je me connecte ici, non plus sur le port 8443, mais sur le 9443, et je vais arriver logiquement sur mon Access Portal. Oui, sauf que c'est pas le bon port. Hop, excusez-moi. Ouais, voilà. Ok. Donc là, hop, j'ajoute l'exception et je vais être redirigé vers mon Access Portal. Donc l'Access Portal ici. Ok. Donc je vais m'authentifier. Alors précédemment sur la partie VPN-SSL, je me suis authentifié avec mon compte FBOV. Et là, je vais m'authentifier avec un deuxième compte. Pareil, je fais la demande d'authentification. Je vais avoir le push qui arrive sur mon smartphone. Je clique dessus. Il me dit, est-ce que c'est bien vous qui voulez vous authentifier avec tel IP depuis l'utilisateur? J'approuve. L'envoi de la réponse. Et derrière, je suis authentifié sur mon Access Portal. Okay. Derrière, j'ai accès à un certain nombre de ressources. Si je veux faire du RDP, je peux faire du RDP derrière directement. Ok. Question sur cette partie-là? Non, pas de question. Hop. Plutôt clair. Ça vous paraît comment? Ça vous paraît simple à utiliser? Quel est votre ressenti par rapport à ça? C'est compliqué à mettre en place. Alors, est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une affirmation? Ah, non, c'est une question, ok. Non, c'est pas compliqué à mettre en place. C'est également un des avantages, puisque derrière, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas d'infra. Je reviendrai dessus par la suite, mais on n'a pas d'infra à mettre en place. On a juste un petit agent à déployer sur votre système d'information qui va permettre de maintenir la connexion, potentiellement de synchroniser votre annuaire avec la partie cloud. Mais toute la configuration se fait dans le cloud. Donc en local, vous n'avez pas de serveur, pas de gestion de certificat, pas de gestion de token physique et ainsi de suite. Donc plutôt simple. Hop, question pour Office 365, si besoin d'aide, bah, n'hésitez pas du coup à me contacter là-dessus. On fera un petit point. Ok, du coup, je me déconnecte de là et on va continuer sur les use cases. Tac. Donc, Access Portal ici. Autre point, la partie WebSSO. La partie WebSSO, qu'est-ce que c'est? C'est une application que je veux utiliser pour... c'est un portail sur lequel je vais publier différentes ressources. D'accord? Mais avec une notion de SSO. Par exemple, je veux mettre en place du Dropbox, mais pour Dropbox, je ne veux pas avoir besoin de me réauthentifier. Donc en gros, je vais me connecter au portail, okay, la partie hotpoint, et derrière, une fois que je serai authentifié via mon compte, via encore une fois l'authentification multifacteur du push ou autre, je serai automatiquement authentifié sur mon applicatif. D'accord? Donc pour ça, hop, pareil, je vais vous faire une démo avec un petit use case sur la partie authentification. Hop. Juste le temps de rouvrir mon navigateur. Hop, tac, je cherche mon navigateur, pardon. Il est là. Ok. Donc, si je fais un https hotpoint.watchguard.com, je vais arriver sur un slash ressources. Ok. Donc,
j'arrive. Je vais arriver, hop, ici. Ok. Donc sur ce portail-là, je vais m'authentifier. Donc soit avec un username, soit avec un password. Donc en l'occurrence, moi j'ai un compte. Ok. Je clique sur Next, il me demande le mot de passe. Donc je renseigne le mot de passe et derrière, hop, je vais vous mettre ça ici toujours pour que vous puissiez voir. Je vais m'authentifier et il va m'envoyer le push. Ok, donc je reçois bien mon push ici. J'approuve. Et je suis authentifié. Donc j'arrive potentiellement sur un portail sur lequel je peux mettre X application. Moi j'ai mis simplement un lien Dropbox. Je clique sur Dropbox et automatiquement je vais être authentifié vers Dropbox. Je ne vais pas avoir à me réauthentifier. Il me dit oui, est-ce que c'est bien vous? Je valide. Et derrière j'ai accès à mon Dropbox. D'accord? Donc une notion de SSO avec l'authentification basée sur l'authentification multifacteur. D'accord? Donc pareil, ultra simple à mettre en place. Je peux mettre ici de Dropbox, de l'Amazon et ainsi de suite. Je peux publier ce que je veux dans ce portail et utiliser la notion de SSO. Question sur cette partie-là? Alors, hop. Alors, est-ce qu'un téléphone peut gérer plusieurs ordinateurs? C'est-à-dire, sachant qu'il y a vraiment une notion d'ADN. Donc, qui dit notion d'ADN dit forcément un compte par équipement. C'est-à-dire que moi, mon compte fbové@watchguard-france.com, je ne peux recevoir le push que sur un équipement. Tout utilisateur peut mettre en place les applications enregistrées. Alors, je vais avoir un tout petit peu besoin d'un peu plus d'informations là-dessus. Tout utilisateur peut mettre en place les applications enregistrées. Ouais, j'ai besoin d'infos là-dessus, d'avoir comme Dropbox. Après, c'est côté administration, quand vous allez déclarer les différentes ressources, je vais vous montrer après dans la partie cloud, libre à vous de choisir les applications que vous voulez publier. On a une liste Dropbox et ainsi de suite, après vous choisissez. Okay. Hop, je continue ici. Donc, la partie Web SSO et dernier point, la partie Login PC. D'accord? Donc là, pareil, premier cas de figure, je veux ouvrir une session sur ma machine. Je suis dans un environnement connecté, c'est-à-dire que ma machine a un accès à Internet, mon smartphone est sous couverture data, 3G, 4G ou Wi-Fi. Du coup, derrière, je veux faire une ouverture de session. Ça va être le premier cas. Deuxième cas, je suis en mode déconnecté. D'accord? Donc, je suis dans l'avion, j'ai pas d'accès Wi-Fi, j'ai pas d'accès data 3G, 4G, mais je veux quand même ouvrir une session sur ma machine. Du coup, je vais le faire via un mode déconnecté, soit le one-time password, soit le QR code. Ok? Donc là, je vais vous faire la démo des deux. Donc, hop, je prends ici une machine virtuelle. Ok? Donc, dans la machine virtuelle, je vois que j'ai mon nom d'utilisateur fbové, d'accord? Et je vois également que j'ai l'authentification multifacteur qui a été mis en place, donc via un agent qu'on appelle l'app Logon, qui me permet de m'authentifier soit en mode connecté, le push, soit en mode déconnecté, le QR code ou le one-time password. Donc la première étape, je fais en mode connecté via le push. Je suis un utilisateur lambda, j'ai autorisé l'enregistrement du mot de passe sur la session, je clique dessus. Pareil, je reçois un push. Est-ce que vous voulez vous authentifier? Sur la machine qui s'appelle Londres Windows 10 avec tel IP, je clique sur approuver et automatiquement, je vais être redirigé. Okay. Donc l'ouverture de session qui est en cours et derrière, j'aurai accès à ma machine. Pendant l'ouverture de la session, je vais regarder hop, les questions. Tu peux redonner le lien pour avoir accès aux applications enregistrées via le code. En fait, ça va être généré automatiquement en fonction de ce que vous allez publier. Donc c'est des liens derrière qui sont publiés, qui sont dynamiques. Mais en gros, ça va être sur un hotpoint.watchguard.com / et derrière la partie ressources. Okay. Donc ici, une fois que j'ai été authentifié, j'ai accès au contenu de ma machine. Donc ma session est ouverte et après je peux travailler tranquillement. Okay. Donc ça, c'est le premier cas, authentification
quand je suis en mode connecté. Hop, je vais refermer ma session. Si j'y arrive. Et derrière, je vais faire une authentification non plus en mode connecté, mais en mode déconnecté. Ah, Windows 10. Hop, ok, se déconnecter. Tac. Donc là, je me déconnecte et je ferme ma session Windows. Donc là, authentification via l'ouverture de session, multifacteur, en mode déconnecté. Ok. Donc je choisis ici les options de connexion et je vais faire via la lecture du QR code. Automatiquement, j'ai un QR code qui est généré. Donc du coup, je vais prendre mon smartphone, je vais ouvrir ici et automatiquement, il me génère un mot de passe temporaire qui est 724 606. Et lui, je vais le saisir, 724 606. Et je valide. Et donc là, ouverture de session en mode déconnecté. Bon, l'ouverture de session prend un peu de temps chez moi. Question, il y a une ressource par application? Oui, une application égale une ressource publiée sur le portail. Pourquoi? Dommage. Enfin, c'est un portail qui va recenser toutes les applications que vous aurez mis en place avec du WebSSO. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ressources? Attention, quand je vous dis moi, le portail ici que j'ai lancé, je vais pouvoir, je vais le reprendre ici, ce portail-là, je vais pouvoir avoir X applications publiées. Une application va être une ressource. Donc je vais pouvoir avoir du Dropbox, de l'Amazon, de l'Office 365 et ainsi de suite. Ouais, voilà. C'est juste qu'il y avait, je pense, un petit souci sur la nomenclature portail, ressources et autres. Donc là, j'ai un portail. Sur le portail, je vais pouvoir publier X applications où une application égale une ressource. Ok. Hop, je rebascule ici. Donc on a fait la démo sur la partie authentification, ouverture de session online, offline. Maintenant, un point important. Hotpoint s'intègre dans nos nouvelles plateformes WatchGuard Cloud. WatchGuard Cloud a pour but à terme de regrouper un certain nombre de services. Le premier service aujourd'hui intégré, c'est la notion de Hotpoint. À terme, on va regrouper toute la partie Wi-Fi, donc gestion des bornes, gateway et ainsi de suite. La notion également de sécurité réseau, avec la gestion Firebox, Fireware, les différents services, la partie TDR, la partie DNS Watch, okay, et la partie Hotpoint que l'on a déjà aujourd'hui. Ici, la partie WatchGuard Cloud donc vous permet depuis une fenêtre unique, une page unique, de pouvoir gérer un ou plusieurs clients. D'accord? Avec cette notion de service provider. C'est-à-dire que moi, je peux être service provider et derrière, je peux avoir X subscribers et chaque subscriber sera un client. Okay? Du coup, pour répondre à un certain nombre de questions, je vais me connecter moi sur mon environnement cloud. Ok, donc là, je m'authentifie avec mon compte WatchGuard. Vous allez me dire c'est mal, hein, je sauvegarde mes mots de passe dans mon navigateur. Oui. Donc là, j'arrive sur mon dashboard WatchGuard Cloud, d'accord. Dans ma partie subscribers ici, je vais avoir moi un sous-compte qui va être WatchGuard Sales IMEA. Et dans ce compte-là, je vais pouvoir avoir un certain nombre d'informations, notamment ma gestion Hotpoint. D'accord. Donc là, si je gère mes services, j'ai ma notion de Hotpoint. Et dans mes Hotpoint, j'ai mes différents utilisateurs qui remontent. Alors, soit des utilisateurs provenant d'annuaires, soit des utilisateurs provenant, créés localement sur la plateforme cloud. Ok. Les ressources.
ici, j'ai possibilité de choisir des ressources, et notamment donc, soit des ressources Logonapp Radius, donc Radius c'est tout ce qui va être authentification VPN ou Access Portal, soit des ressources SAML. Et quand je rajoute le SAML, dans les types d'authentification, je retrouve ici tous les différents services, de la Kamaï, de la WS, du Bamboo, du Box, et ainsi de suite. Office 365, OneLogin, OpenVoice, et ainsi de suite. Salesforce, d'accord? Donc vous avez ici toutes les applications. Bien évidemment, et pour revenir à la question, si je décide de publier ici l'application Amazon, l'application Dropbox et l'application Bamboo, tout ça sera regroupé pour un même groupe d'utilisateurs sur une même page. Du coup, j'aurai juste à sélectionner l'application que je veux ouvrir. OK? Hop. Est-ce que vous avez des questions? Alors, question de Nicolas. Salut Florian, tu pars en déplacement pro et ton tel portable tombe en panne. Comment fais-tu pour te connecter car j'ai compris qu'on peut avoir qu'une seule tablette pour le MFA? Bah, tu demandes à ton administrateur derrière potentiellement soit de te désactiver temporairement l'authentification multifacteur, okay, soit tu déploies sur ton nouveau smartphone ou un autre smartphone. Et la question, avec un téléphone, je gère plusieurs ordinateurs. Si c'est le même compte qui est utilisé sur vos différents ordinateurs, du coup, ça sera le même push qui sera envoyé sur un seul téléphone. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai terminé avec la partie presse démo. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pour Office. Si vous avez une question spécifique pour le déploiement d'Office 365, je vous laisse m'envoyer un petit mail du coup. Florian.beauvais@watchguard.com. Du coup, on pourra échanger autour de ça. Je ne sais pas si vous avez essayé de le mettre en place ou si vous avez besoin d'aide plus spécifique pour le déploiement, mais voilà, envoyez-moi un petit mail et on prendra un petit peu de temps pour regarder. Pas d'autres questions sur la fonctionnalité WatchGuard Hotpoint sur ce webinaire? Ok, bah si vous n'avez pas d'autres questions, alors il existe une formation technique. Non, il n'y a pas de formation technique encore. Par contre, moi j'ai fait un petit webinaire, un petit tuto que j'ai enregistré, qui est dispo sur notre chaîne YouTube WatchGuard France et qui reprend les différentes étapes pour mettre en place l'authentification multifacteur. Et si vous avez des questions derrière, bah, vous m'envoyez un petit mail et puis on pourra regarder pour le mettre en place. Franchement, ça prend 1 heure à mettre en place. Donc c'est pas compliqué. Okay. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, un petit mail, florian.beauvais@watchguard.com. Et vous retrouverez la vidéo de ce webinaire enregistré sur notre chaîne YouTube dans la journée. Voilà. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci bien. Au revoir.